Bonjour à tous, les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour les rendez-vous de la mécanique en partenariat avec le CETIM et la FIM, la Fédération des industries mécaniques. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, nous allons parler REACH en mécanique, exigences, impact et substitution. Pour répondre aux exigences de REACH, les industriels ont besoin d'avoir une connaissance la plus précise possible des substances utilisées dans les procédés et matériaux dans la mécanique afin de détecter ceux qui sont impactés et d'anticiper les décisions appropriées à prendre. Pour aider les entreprises à basculer dans les échéances demandées, il est nécessaire d'avoir une visibilité des solutions de remplacement qui répondent aux exigences d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Les entreprises doivent également disposer d'éléments techniques et économiques pour argumenter ou alerter les autorités sur les risques industriels et proposer ainsi des substances au processus d'autorisation ou de restriction. Cette conférence en ligne propose donc de faire le point sur l'évolution des différentes exigences et les impacts en mécanique. Elle est assurée par Samira Abdeslam, chef de projet REACH au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Madame Abdeslam, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bien, merci. Bonjour à tous. Et donc voilà. Par rapport au rendez-vous de la mécanique concernant le règlement REACH, donc ce que je vous propose en termes de sommaire, c'est de revenir sur quelques points de repère pour accentuer sur ce qui a été dit par Jean-Michel. Ensuite, effectivement, vous passez un petit moment pour revenir sur un certain nombre de substances et vous indiquer quelques repères sur comment est impactée en fait la mécanique par rapport aux substances qui sont visées dans le cadre de REACH. Je ferai un focus sur le traitement de surface, qui est, je pense, le cœur du sujet de ce rendez-vous de la mécanique. Je vais initier le sujet sur la substitution parce que donc il sera amplement vu par Tinam et puis également donc témoignage du fromageur industriel. Et puis j'évoquerai rapidement également les outils à disposition. Alors j'ai également prévu dans mon transparent une annexe que je verrai par rapport au timing si j'ai le temps ou pas, mais je vous l'ai mis de toute façon, c'est la notion de l'exigence des substances candidates à l'autorisation dans les articles. Voilà. Donc si j'ai le temps, je peux en parler, sinon c'est prévu dans le support de présentation. Alors voilà, donc juste quelques petits points de repère. Effectivement, REACH, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on en parle, notamment par rapport à la notion d'enregistrement. Donc je voulais refaire ce transparent avec vous. Je l'ai présenté il y a à peu près il y a 2 ans. REACH, ce sont des enregistrements avec des échéances qui étaient à respecter, notamment en 2010, en 2013, et puis la dernière qui a eu lieu donc en 2018. Effectivement, ici, je voulais accentuer le sujet sur le fait que il y avait une étude qui avait été faite par la Commission européenne qui avait répertorié le nombre de substances à plus d'1 tonne. Et effectivement, en fait, ça avait été estimé à près de 30 000 substances mises sur le marché à plus de 1 tonne par an. 30 000 substances, plus d'1 tonne par an. Et donc aujourd'hui en 2019, et effectivement, donc on voit qu'on est à peu près à 22 500 substances qui sont aujourd'hui enregistrées. Donc on voit qu'il y a un petit décalage. Alors 22 000, 30 000, bon, il y a quand même un décalage de 8 000 substances. Donc ils peuvent s'expliquer de plusieurs façons. Soit les 8 000 n'atteignent pas le tonnage et auquel cas elles n'ont pas l'obligation d'être enregistrées. Soit les formulateurs, les producteurs ont préféré rationaliser et donc du coup ne plus mettre autant de substances sur le marché. Et pour certaines d'entre elles qui peut-être n'ont pas un business assez suffisant pour une rentabilité, donc avec des arrêts de production. Alors, ce qui est important donc de voir dans vos entreprises, c'est effectivement quand même de vérifier, même si vous êtes une entreprise de la mécanique, vous n'avez pas fait de dossier d'enregistrement, c'est quand même de vérifier si des substances que vous utilisez, elles ont été enregistrées ou pas. Si elles ne le sont pas, pourquoi?
parce que ça peut se retrouver dans vos formulations, ça peut modifier des formulations, ça peut modifier un certain nombre de choses par rapport à vos produits chimiques. Donc, effectivement, on est à 22 500 à peu près de substances enregistrées pour un objectif à 30 000, un petit delta à vérifier. Et le deuxième point de repère que je voulais partager avec vous, c'est la liste de processus d'autorisation, où on va retrouver en fait 3 catégories de substances. Alors en bleu clair, oui, effectivement, les substances candidates à l'autorisation, les SVHC. Les oranges, celles qui sont recommandées, et puis en bleu foncé, celles qui sont soumises à autorisation. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les substances candidates à l'autorisation, cette liste-là s'agrandit d'année en année. Hein, donc, on a commencé en 2008, on était à peu près une dizaine. On est aujourd'hui à peu près 200. Et celles qui sont recommandées évoluent également. On est à peu près à une centaine. On voit toutefois que celles qui sont soumises à autorisation, elles stagnent. Hein, donc, ça fait maintenant quelques années, 4-5 ans, on est à peu près à une quarantaine de substances. Toujours est-il que la tendance, c'est bien une tendance qui va s'accentuer. C'est-à-dire la liste des substances candidates à l'autorisation va continuer à s'agrandir, à s'allonger. Et ça se fait 2 fois par an. Et donc, c'est important pour vous en tant qu'industriel de toujours vous reposer la question, est-ce que vous allez être concerné ou pas par ces substances qui vont être candidates à l'autorisation? Alors, je rappelle juste qu'en termes d'exigence, celles qui sont candidates à l'autorisation, il y a une obligation de communication entre fournisseurs et clients, au-delà d'un certain seuil, d'où l'importance de vérifier si vous êtes concerné ou pas par ces substances. Et puis, effectivement, après, la liste, donc le bleu foncé, là, qui sont dans l'annexe 14, où en fait, il va y avoir une interdiction à court, moyen, long terme. Donc là, c'est un risque d'interdiction et pour vous, c'est important de savoir si vous allez être concerné par cette future interdiction ou pas. Voilà, donc on voit que les listes évoluent et puis avec en fait une difficulté extrême qui concerne l'interdiction qui est aujourd'hui répertoriée dans l'annexe 14. Alors, comment est impactée la mécanique? Donc aujourd'hui, REACH, c'est un nouveau système de gestion et de contrôle des substances chimiques. C'est vrai que les entreprises de la mécanique, vous ne fabriquez pas de substances chimiques, ce n'est pas votre cœur de métier. Pour autant, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que dans vos usines, eh bien, vous utilisez des produits chimiques pour faire fonctionner certains de vos procédés, notamment si vous faites de la peinture, du dégraissage, si vous faites tout ce qui est fluide de coupe, de la soudure, du collage. Donc, vous utilisez des produits chimiques et puis vous faites également des produits finis. Et qui dit utiliser des produits finis dit qu'à un moment ou à un autre, vous utilisez des matériaux, que ce soit des matériaux en polymère ou métalliques. Et donc, c'est ça en fait qu'il faut regarder, parce que quand on regarde la liste des substances candidates à l'autorisation, on voit qu'il y a un certain nombre de substances qui sont aujourd'hui visées. Par exemple, le trichloréthylène, qu'on retrouve beaucoup utilisé dans tout ce qui est dégraissage, également tout ce qui est borax également. Un certain nombre de substances beaucoup utilisées dans les traitements de surface, chrome 6, cadmium, cobalt, borge. Donc j'y reviendrai de manière un peu plus détaillée par la suite. Également des substances qui sont utilisées dans des éléments de soudure, hein, notamment le borax. Des substances qui sont utilisées dans des peintures. Alors, on va retrouver des pigments. Alors, les pigments jaunes, les pigments rouges ont beaucoup été traqués par la réglementation et aujourd'hui sont beaucoup substitués. Pour autant, on va retrouver par exemple des chromates de strontium qui sont aujourd'hui très utilisés dans le secteur aéronautique, par exemple. Des paraffines chlorées qui peuvent être encore utilisées dans certaines huiles, notamment en termes d'extrême pression.
Voilà, donc ce sont des exemples en fait, de substances qui sont aujourd'hui visées dans le cadre de REACH et qui, du coup, de manière indirecte ou directe, peuvent venir impacter des procédés. Ensuite, n'oubliez pas que, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux matériaux, alors ce qui est plus compliqué par rapport aux matériaux, c'est que, en fait, il faut avoir une connaissance sur comment est formulé en fait un matériau. Donc c'est vrai que quand vous achetez un matériau en tant que tel, un polymère en tant que tel, ben, vous n'avez pas forcément la connaissance de comment est constitué ce matériau-là. Et pourtant, aujourd'hui, dans le cadre du règlement, dans la liste candidate, eh bien, on va avoir des substances qui sont aujourd'hui utilisées dans la formulation de certains polymères, notamment des retardateurs de flamme, qui sont aujourd'hui visés dans le cadre de REACH et qu'on va pouvoir retrouver dans des matériaux, notamment des polyuréthanes, des polystyrènes, des PVC et des époxys. Pareil pour des systèmes de réticulation, des phtalates. Donc voilà, je ne sais pas si ces terminologies-là vous parlent, hein, donc ce sont en fait des terminologies qui sont dans la formulation des polymères et qui peuvent impacter un certain nombre des matériaux que vous utilisez. Également dans les élastomères, il y a aujourd'hui des substances candidates à l'autorisation qui se retrouvent dans la formulation d'un certain nombre d'élastomères, notamment ceux qui sont utilisés en tant qu'anti-UV, hein, les benzotriazoles aujourd'hui, d'autres qui sont utilisés en tant qu'accélérateur, donc le TU. Et puis, on retrouve également donc, des phtalates dans un certain nombre d'élastomères. Les dibutylphtalates, par exemple, qui sont de plus en plus substitués. Il faut faire attention parce que certains phtalates sont substitués par d'autres phtalates. Donc, il faut faire attention aux substitutions qui sont proposées par les fournisseurs. Alors, les fibres céramiques réfractaires donc, sont également visées dans la liste des substances candidates à l'autorisation. Donc, on les trouve beaucoup dans tout ce qui est l'isolation d'un certain nombre de fours thermiques, par exemple. Le bisphénol A. Le bisphénol A, on en a beaucoup entendu parler, alors plus dans la consommation publique, hein, notamment au niveau des biberons, mais sachez qu'aujourd'hui, le bisphénol A est aussi visé dans le cadre de REACH, candidate à l'autorisation. Et puis, il est beaucoup utilisé dans les époxys, les polycarbonates. Donc, le polycarbonate, parce que le bisphénol A est utilisé pour donner la transparence de ce matériau-là. Et puis, dans l'époxy, parce que c'est l'élément de base pour la résine époxy, en fait, pour faire la résine époxy. Voilà. Donc, si vous utilisez ces matériaux-là, donc regardez à deux fois, enfin, posez-vous des questions, posez des questions à vos fournisseurs pour savoir si on retrouve ou pas des substances dans ces matériaux-là. Et donc, le dernier, enfin, celui qui peut aussi poser des quelques soucis, c'est également le plomb. Le plomb en tant que tel, hein, qui est visé candidate à l'autorisation et qu'on peut retrouver également dans un certain nombre d'alliages. Voilà. Donc, alors, on va ignorer le message. Non ? Voilà, donc ça, ce sont donc des substances qu'on retrouve dans des procédés de la mécanique, dégraissage, peinture, traitement de surface, et puis dans un certain nombre de matériaux, PVC, époxy, polycarbonate, un certain nombre d'alliages métalliques. Ce qu'on peut également dire, c'est qu'effectivement, avant, c'était beaucoup des substances qui étaient visées dans des procédés. Depuis maintenant 5-6 ans, ce sont beaucoup des substances qu'on retrouve dans des polymères. Et depuis maintenant 1 an, 2 ans, on voit que ce sont des substances qui sont aussi retrouvées dans tout ce qui est métaux. Donc, on voit que les substances évoluent et que, quel que soit le matériau, le procédé, vous pouvez être concerné d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, c'était de manière un peu générale. Et donc, je vous propose de faire un focus sur le traitement de surface. Alors, le traitement de surface,
il y a un certain nombre de substances qui sont visées dans le cadre de REACH, donc un certain nombre, hein, comme le chrome 6, des sels de nickel, des sels de bore, des sels de cobalt, des sels de cadmium. Et quand on prend donc toutes ces substances réunies, on se rend compte qu'il y a un certain nombre à peu près une cinquantaine de procédés du traitement de surface qui sont impactés. Donc j'en ai cité que quelques-uns, hein, chrome 6, bien sûr le chrome dur, le chrome décor, mais également tout ce qui est OAC, tout ce qui est sel de nickel, donc j'ai cité que quelques-uns, hein, les nickel de Watt, les zinc nickel, nickel chimique, le bore plutôt utilisé dans tout ce qui est dégraissage chimique des aciers et aluminium. Cobalt, donc je cite par exemple le co-dépôt de zinc cobalt, du éthane cobalt électrolytique, et puis le cadmium, surtout utilisé aujourd'hui dans le cadre du cagnage. J'en cite quelques-uns, mais c'est quand même c'est quand même à peu près 50 procédés qui sont impactés. Donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est de reprendre chacune de ces substances et de voir c'est quoi leur parcours par rapport à REACH et où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à leur impact. En tout cas, par rapport à leur actualité réglementaire. Alors, je vais commencer par le cadmium. Donc, je l'ai présenté comme ça sous forme de parcours. Hein. Vous allez voir que les substances ont des parcours différents. Vous verrez qu'à chaque fois, en fait, on est bien dans un règlement européen et que, suivant la sensibilité des pays, eh bien, on voit que certains pays sensibles eh bien, proposent un certain nombre de substances pour faire en sorte qu'elles soient dans la moulinette REACH et puis faire en sorte qu'elles soient plus réglementées, peut-être interdites. Donc, le cas du cadmium, donc là, c'est plutôt la Suède, en fait, qui a proposé cette substance-là. Elle l'a proposée en 2012 et elle est rentrée en tant que candidate à l'autorisation en 2013. Aujourd'hui, en fait, le cadmium, il est dans la liste candidate, mais il n'y a pas d'évolution dans le cadre du règlement REACH. Elle est candidate, et puis voilà, donc il n'y a pas d'évolution par rapport à cette substance-là. Ensuite, les sels de cobalt. Alors, les sels de cobalt, ce sont les Pays-Bas qui se sont positionnés pour proposer les sels de cobalt dans le cadre de REACH en 2010. Et ces substances ont été vite mises dans la liste des substances candidates à l'autorisation, en 2010 également. Et elles ont été proposées pour être dans l'annexe 14 en 2011. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le vote pour qu'elle passe dans l'annexe 14, en fait, il y a eu un désaccord de la part des États membres. Donc, ça a été très difficile, en fait, que les États membres se mettent d'accord. Et en fait, donc, ces substances ont été mises en stand-by pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elles soient proposées en restriction en 2017-2018. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'il en est par rapport à ces substances-là? Donc je parle bien des sels de cobalt. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces substances-là seront plutôt orientées vers une restriction. Et la restriction va être plutôt la mise en place d'une valeur limite d'exposition. Voilà. Donc j'ai mis un certain nombre de seuils. Sachez que c'est toujours en discussion. Donc les valeurs limites 0,5 microgrammes par mètre cube, donc c'est ce qui est proposé actuellement. Il y a eu une consultation publique en début d'année. Il devrait y avoir un vote assez récemment, en novembre, pour voter en fait ces valeurs limites d'exposition. Et puis on attend un avis final en mars 2020. Voilà, donc les cobalts sont visés dans le cadre de règlement REACH, mais plutôt pour être soumis à restriction avec une valeur limite d'exposition professionnelle. Alors les sels de bore, donc là ce sont plutôt l'Allemagne et le Danemark qui se sont positionnés pour en fait réglementer ces substances dans le cadre de REACH. Et en fait, donc les sels de bore
Donc, ils ont été vite visés dans la liste candidate et ils ont été proposés pour être mis dans l'annexe 14 en 2015. Donc là, c'est pareil, le vote a été compliqué. Mais ici, en fait, les raisons avancées étaient portées sur le fait qu'il y avait beaucoup d'utilisation et que ça allait être compliqué pour l'agence européenne de gérer des dossiers d'autorisation sur des applications très variées. Voilà. Du coup, cette substance-là, pareil, sont mises en stand-by dans le cadre de REACH. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, ils sont dans la liste candidate et elles n'évoluent pas dans le cadre du règlement. Les sels de nickel. Donc, les sels de nickel, là, c'est la France qui s'était positionnée il y a très longtemps, hein, en 2008, pour les proposer en tant que candidate à l'autorisation. Donc là, ils ont eu un petit parcours un peu différent des autres. Il y a eu un gros travail réalisé par le Nickel Institute pour en fait faire en sorte que ces substances-là n'aillent pas dans l'annexe 14 du règlement REACH. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu une grosse action. Et donc la France a demandé à l'ANSES, qui est entre guillemets son bras droit pour réaliser, en fait confirmer, affirmer s'il faut mettre des substances dans la liste candidate. Donc a demandé à l'ANSES de dire c'est quoi la meilleure solution. Est-ce que c'est l'annexe 14? Est-ce que c'est une autre réglementation? Est-ce qu'il ne faut rien faire, etc. Donc l'ANSES a fait son travail, a remis ses conclusions en 2014, et puis le ministère de la France s'est en fait positionné en 2017 pour proposer plutôt une valeur de limite d'exposition professionnelle. Voilà, donc aujourd'hui en fait, où est-ce qu'on en est par rapport à cette substance-là? C'est pareil, il y aura une restriction qui va être proposée. Une restriction sous forme de valeur limite d'exposition professionnelle avec des valeurs qui sont proposées. Alors, j'ai mis les dernières en date, celle inhalable à 0,5 mg par mètre cube, la fraction respirable plutôt 0,01 mg par mètre cube. Donc ça, ce sont en fait ces valeurs qui sont proposées. En termes de planning, ces valeurs devraient être proposées sur un plan législatif en 2020 pour peut-être une adoption en 2020-2021 qui du coup demande une transposition. Donc on serait plutôt sur une date d'application à partir de juin 2025. Et entre maintenant et 2025, on serait plutôt sur une phase de transition entre 0,1 mg par mètre cube. Voilà. Donc par rapport à cette substance-là, c'est pareil. On est en restriction, mais en valeur limite d'exposition. Alors, sur les composés du chrome 6. Sur les composés du chrome 6, donc là, en fait, c'est pareil, c'est une histoire qui date d'il y a 10 ans. Proposée par la France en fait en 2009, mais qui a vraiment été proposée de manière officielle par l'Allemagne en 2010, proposée à l'annexe 14 en 2013. Donc là par contre, contrairement aux autres substances, ça a fait tout le processus par rapport à l'annexe 14. Donc ça a été la 2017 a été la date d'interdiction par rapport à cette substance-là, sauf s'il y a une autorisation qui est proposée. Alors, par rapport à ça, donc on attend, enfin vous attendez sûrement la décision par rapport au dossier du CETAC, du dossier en fait qui recouvre toute la filière du traitement de surface. Donc il n'y a pas eu de décision en 2018. Il y a eu une position en 2019, début 2019, mais qui a été suspendue. Alors, voilà, donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport au chrome 6? Donc le dossier d'autorisation, il couvre
le dossier d'autorisation qui couvre la majorité des traiteurs de surface, donc le fameux dossier d'autorisation couvert par le CETAC-SUB, n'est toujours pas accepté officiellement par la Commission européenne. On l'attendait pour février 2019, ça a été décalé en juillet 2019, puis en septembre, et donc là on devrait l'attendre en novembre 2019. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est pas si sûr. Enfin, toujours, on va voir, on va attendre cette date-là et puis on va voir s'il y aura une position officielle. Alors effectivement, ce qui est reproché entre guillemets à ce dossier-là, c'est qu'il a voulu couvrir trop d'entreprises, ce qui fait que le dossier apparaît aux yeux de l'agence européenne, en tout cas par les services de l'agence européenne et par la Commission, comme un dossier qui manque de précision, notamment sur tous les aspects maîtrise des risques, sur une vision plus précise sur la matérialité des substitutions, et puis un manque de justification sur les durées d'autorisation qui sont demandées. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qui est reproché aujourd'hui à ce dossier qui a été déposé, donc il y a quelques années maintenant. Alors, les dates qu'on vous propose, en fait, ce sont ces dates-là, alors qui demandent à être bien sûr validées. Attendons en fait la réunion de novembre 2019 pour savoir si ces dates-là sont confirmées ou pas. Mais effectivement, ce qui est à retenir, c'est que l'autorisation pour des procédés tels que le fromage dur serait jusqu'en 2024-2025. Alors, je vous ai mis un rétro-planning ici pour vous dire, voilà, si la limite d'autorisation est dans cette période-là, il faut à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ça, c'est la date limite pour déposer le renouvellement du dossier. Donc, le renouvellement du dossier serait à mettre en 2022. Et puis, comme il faut à peu près 1 an, 2 ans pour préparer le dossier, ça veut dire préparer le dossier en courant 2020, en fait. Commencer à préparer le dossier courant 2020. Donc voilà. Alors, ensuite, il y a le procédé en lien avec le Chrome Décor. Donc, en fait, là, il faut faire attention. Donc, ce qui était prévu lors de la première mouture, c'était une date d'autorisation jusqu'en 2023-2024. Mais là, ce qui est demandé, mais ça demande à être confirmé en novembre, c'est que les entreprises qui souhaitent avoir une autorisation sur ce procédé-là ont 9 mois pour déposer un plan de substitution et demander une durée d'autorisation. Voilà. Donc, voilà. Donc, si c'est confirmé en novembre 2019, donc il faut déposer un plan de substitution pour justifier d'une durée, 4 ans, 5 ans, etc. Voilà. Donc, effectivement, donc, pour les entreprises, donc, vous avez courant 2020 pour vous positionner sur soit la prolongation de l'autorisation, c'est-à-dire vous redéposez un dossier d'autorisation pour avoir une durée plus longue, ou alors il faut continuer à faire des essais pour confirmer et puis basculer sur la substitution à l'échéance. Voilà. Alors, ce n'est pas soit l'un ou l'autre, c'est-à-dire que si vous faites un dossier d'autorisation, si vous déposez un dossier d'autorisation, il faut également faire en parallèle des essais de substitution. Si vous ne faites pas de dossier d'autorisation, il faut absolument basculer sur de la substitution. Voilà, c'est la petite nuance. Donc voilà, donc ça, ce sont donc des dates qui seront peut-être confirmées ici courant novembre 2019. Alors, je rappelle juste que pour avoir cette autorisation, c'est seules les entreprises qui se fournissent auprès des entreprises qui ont déposé le dossier d'autorisation qui peuvent l'avoir. Donc, vous n'avez peut-être pas de traitement de surface en direct, vous le faites faire par un sous-traitant.
Donc, il faut vérifier que votre sous-traitant se fournisse bien auprès de ceux qui ont déposé le dossier et qui l'ont obtenu. Dans l'autorisation, il y a des mesures de gestion de protection à avoir, il faut les respecter. Et puis, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la durée d'autorisation, elle est limitée. Elle est limitée. Vous avez vu, hein, elle est limitée à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, il faut tout de suite se projeter pour savoir si vous allez atteindre la substitution à l'échéance ou s'il faut redéposer un dossier d'autorisation. Voilà. Donc, pour résumer, toutes ces substances qui impactent un certain nombre une cinquantaine de procédés, donc les composés de Chrome 6 sont soumis à autorisation, donc ça veut dire, en fait autorisation, mais ça veut dire une interdiction à moyen long terme. Les sels de cadmium, le cadmium et les sels de bore sont eux mis en stand-by. Les sels de cobalt et les sels de nickel sont eux mis en restriction avec une valeur limite d'exposition. Voilà. Alors, effectivement, qui dit autorisation dit la substitution. Alors, quand on lit le règlement définit la substitution comme suit. C'est-à-dire, il faut substituer les substances les plus dangereuses par des substances ou des technologies plus sûres pour la santé et l'environnement. Donc, ça suppose quoi? Ça suppose que on a un procédé, on a des produits chimiques qui sont concernés. Donc, l'idéal, c'est de réussir à garder cette même formulation et d'enlever simplement la substance qui pose problème et de la remplacer par une autre. Ça, c'est le cas idéal, mais c'est rare qu'on y arrive. Donc, on change de formulation. On garde les mêmes bains, on fait que changer la formulation. Sinon, eh bien, on bascule sur un autre procédé, mais dans la même famille. Hein, on reste, là en l'occurrence, en traitement de surface, on reste en voie humide. Voilà, on change de bain, mais on reste en voie humide. Ou alors, on change de technologie. Donc, changer de technologie, ça veut dire pas forcément avoir les mêmes compétences. Bon, ça veut dire beaucoup de choses quand même au sein d'une entreprise. Hein. Mais bon, voilà. Donc, on a ces différentes catégories de substitution possibles. Alors, la substitution, je vous ai juste mis ici un exemple hein, qui n'est pas forcément mis à jour dans l'évolution de la maturité. Mais vous utilisez aujourd'hui un procédé que vous utilisez dans votre entreprise et quand vous allez faire l'état des lieux des substitutions existantes, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il existe un certain nombre de substitutions qui existent, soit qui sont déjà opérationnelles, soit qui sont opérationnelles mais en volume pas très répandu, en cours de validation ou bien en R&D. Donc la grande difficulté va être effectivement pour vous de répertorier ces substitutions, de voir celles qui marchent pour vous et qui répondent aux mêmes propriétés de la substitution du procédé que vous avez à l'origine. Voilà. Et donc voilà, sur ce travail-là, de toute façon, c'est ce qui est aussi demandé, c'est ce qui sera demandé pour ceux qui utilisent du Chrome Décor avec le plan de substitution. Répertorier les substitutions, voir leur degré de maturité et puis de savoir celles qui fonctionnent de celles qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui la substitution, donc moi je la vois vraiment comme un challenge hein, au niveau de la filière. Parce que, vous l'avez vu, on a des diversités de substitutions possibles. Il arrive même qu'il y ait des moments où il n'y en ait pas du tout de substitution. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le Chrome 6, les nickel, le bore, on est toutes sur des orientations différentes. Il y en a qui sont en autorisation, d'autres en restriction, d'autres qui sont en stand-by. Donc, il y a des diversités d'orientation en termes sur le plan réglementaire. Et puis, on est sur aussi des diversités de choix stratégiques au niveau des entreprises. Et si vous travaillez avec des donneurs d'ordre, vous avez peut-être aussi plusieurs clients qui ont des stratégies différentes. Et pour vous, il faut savoir naviguer entre ces différentes stratégies de vos donneurs d'ordre. Donc, c'est vraiment effectivement pas quelque chose à gérer.
et puis vraiment à essayer d'anticiper. Donc, c'est pour ça que par rapport à REACH, il faut effectivement, il faut vraiment avoir une gestion des substances chimiques, c'est-à-dire mettre en place une organisation en interne. Vous l'avez vu, hein, le règlement, il évolue, il est en constante évolution par rapport aux listes. Les substances visées, en plus, on voit qu'il faut des moments 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans pour que ça aboutisse à une conclusion ferme et définitive. Donc, il faut vraiment avoir quelqu'un qui suit en fait cette réglementation sur le plan réglementaire, d'une part, et puis une personne qui va être capable de se mettre en connexion avec les autres services de son entreprise pour avoir les bonnes informations et surtout les répercuter. Donc forcément avec la production, forcément avec les fournisseurs, forcément avec la R&D. S'il y a de la substitution à faire, c'est avec la R&D. S'il y a de la communication à faire avec vos fournisseurs, c'est avec les services achats, les clients, etc. Donc il faut réussir à créer, je dirais, se mettre en mode projet, je dirais, par rapport à ce règlement-là. Et puis effectivement, pour essayer d'anticiper au mieux, il faut au minimum répertorier vos activités, essayer de savoir quels sont les produits chimiques qui sont associés à vos procédés ou à vos matériaux, et puis de savoir comment les substances qui sont visées dans le cadre de REACH vont venir impacter soit vos procédés, soit vos produits finis. Voilà. Après, il y a des niveaux de stratégie, c'est-à-dire des produits qui sont stratégiques, d'autres qui sont moins stratégiques, et puis en tout cas de faire un plan d'action par rapport à ceux qui sont stratégiques. Donc voilà, donc ça c'était la méthodologie. Juste pour information, au niveau du CETIM, on a également donc un certain nombre d'informations qui sont accessibles sur notre site, accessible aux cotisants. Un certain nombre de notes de veille, par exemple. Je vous parlais tout à l'heure du Chrome 6, des phtalates, etc. Donc, on a des notes de veille qui répertorient les substances. On peut également vous accompagner s'il y a besoin. Et donc, je ne vous en parle... Enfin, je pense que le timing est trop serré. Par contre, je vous ai mis en annexe donc quelques transparents complémentaires concernant l'exigence qui tourne autour des substances candidates à l'autorisation et de l'obligation de communication entre clients et fournisseurs. Donc là, il y a une exigence à respecter. Donc vous verrez, il y a un certain nombre de transparents là-dessus qui rappellent les exigences, la position de l'agence européenne, la communication, et puis quelques exemples pour vous guider sur comment communiquer s'il y a une substance qui se retrouve dans votre produit fini. Donc voilà. Merci Madame Abdeslam pour cette excellente présentation. Tout de suite, nous allons passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Madame Abdeslam. Y a-t-il des études sur les conséquences au niveau industriel de la non-disponibilité de certains produits en Europe, annexe 14? Si oui, pouvez-vous nous en citer? Alors, c'est une question très intéressante, effectivement. Donc, ça va être la non-disponibilité des substances qui sont dans l'annexe 14. On en a beaucoup parlé. On va pouvoir identifier les substances, dans quelles applications elles sont. C'est un petit peu ce que j'ai fait comme tout à l'heure. Hein. On retrouve telle substance dans du traitement de surface, dans tel type de matériaux. Par contre, des études pour dire la conséquence de la non-disponibilité, non, pas au niveau du CETIM en tout cas, on n'en a pas fait. Après, je sais que peut-être certaines fédérations ou certains syndicats professionnels, effectivement, peuvent faire ce genre d'études. Donc là, suivant l'activité, il faut s'orienter vers la fédération. Donc nous, c'est la FIM. Puis au sein de la FIM, si c'est le traitement de surface, je ne pense pas me devancer, mais l'UTS peut apporter des éléments de réponse ou autre. D'accord. Pensez-vous que quand un produit dans la liste des produits candidats qui ne passent pas dans l'annexe 14, cela est dû au résultat des consultations publiques où les industriels ont indiqué leurs besoins, leurs conditions d'utilisation et par conséquent,
le CHA considère qu'il y a moins de danger que prévu au départ? Alors, le fait qu'une substance candidate, le fait qu'une substance soit dans la liste candidate et qu'il ne passe pas dans l'annexe 14, il s'est passé beaucoup de choses derrière, effectivement. Donc, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est quand elles sont dans l'annexe, dans la liste candidate, il y a une consultation publique. Donc là, chaque partie intéressée peut se positionner en disant, en alertant effectivement qu'il n'y a pas de substitution. Ça peut être pris en compte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un vote des États membres pour passer d'une substance candidate à l'autorisation à l'annexe 14. Il y a un vote qui est fait des États membres. Et ce qui fait qu'il y a des moments où on n'aboutit pas à l'annexe 14, c'est que par exemple, il n'y a pas de consensus. Enfin, voilà, le vote est trop hétérogène pour aboutir à une conclusion de passer à l'annexe 14. Après, on l'a vu tout à l'heure, il y a certaines fois, il y a des mesures de gestion des risques qui sont faites, des analyses, pour justifier est-ce qu'il faut vraiment aller dans l'annexe 14 ou proposer autre chose. C'est ce qui s'est passé pour les sels de nickel qui étaient voués pour passer à l'annexe 14 et finalement, eh bien, on propose une autre solution pour les mettre en restriction et donc proposer plutôt une VLEP. Voilà. Question suivante. Sauriez-vous nous dire également quelle démarche entreprendre pour le soudage des métaux réfractaires contenant du chrome et du nickel? À la manière instantanée, spontanée, non. Mais en tout cas, je prendrai la demande et j'en ferai référence à mes collègues compétents sur le sujet. D'accord. Question suivante. Y a-t-il accès à une base de données des substitutions possibles et aux agréments associés donnés par les grands donneurs d'ordre, en particulier l'aéronautique? Ça, c'est un vaste sujet. Donc, il n'existe pas, non, enfin, je ne pense pas qu'il existe une base de données de substitution accessible. Voilà. Voilà, donc d'un donneur d'ordre à un autre, effectivement, on a des substitutions avec des évolutions qui sont différentes. Donc, non, il n'existe pas. D'accord. Et dernière question. Le CR6 n'étant pas présent dans le produit fini à l'issue d'un traitement de surface, est-il réellement nécessaire de communiquer avec son client sur le sujet? Non, si le Chrome 6 n'est pas sur la pièce finie, il n'y a pas de communication effectivement à faire sur la pièce. Après, ça arrive que le client demande effectivement dans le cadre du procédé, mais le Chrome 6 n'est pas sur la pièce, il n'y a pas de communication à faire. Je sais, peut-être avez-vous des questions peut-être dans la salle pour nos auditeurs? Ah oui, moi j'ai une question qui allait dans le sens de la première intervention. L'arrêt de production de certains composés chimiques, est-ce qu'on a une idée de l'importance et de l'impact que ça a actuellement? Est-ce qu'on a une idée du nombre de composés chimiques qui ont disparu ou qui sont appelés à disparaître? Donc la question c'est est-ce qu'on a une idée du nombre de composés chimiques qui sont voués à disparaître? Par autocensure pratiquement, parce qu'ils ne vont pas jusqu'à la demande d'autorisation. Les gens arrêtent la fabrication plutôt que faire le dossier. Alors non, y a pas, on peut pas. Enfin, c'est compliqué parce que là, du coup, c'est chaque entreprise qui fait sa stratégie. On a une entreprise qui va effectivement se dire bon, telle substance, je vois qu'elle est cancérigène, elle va être dans l'annexe 14, donc j'arrête sa production. Mais on peut avoir une entreprise à côté qui, elle, dit bah non, moi je vais continuer à. Donc c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble. Globalement, ça veut dire qu'on va arriver à une diminution de l'offre de produits disponibles pour la chimie, sans forcément que ce soit encore en cours d'évaluation, par autocensure. Oui, alors ce qui était dit, c'est donc un risque d'autocensure, en fait, de mise sur le marché d'un certain nombre de produits par risque d'être interdite. Et effectivement, ça peut, enfin, je pense que c'est un risque possible. On va donc faire la chimie en Angleterre. Vous avez indiqué que c'est la France qui a
qui a soulevé le sujet du nickel. Donc, je suis un peu surpris quand on sait que la France est un grand producteur de nickel à travers les mines en Nouvelle-Calédonie. Je m'interroge quelle est la stratégie qui a été poursuivie en faisant ça. Est-ce que c'est juste de la bêtise ou est-ce qu'ils sont juste cons, quoi? Non, effectivement, il y a eu une grosse. Enfin, la question était, pour ceux qui sont sur le web, pourquoi la France a-t-elle choisi le nickel? Voilà, est-ce qu'il y a une stratégie derrière ou pas du tout? Et donc effectivement, quand ça a été proposé, il y a eu un grand mouvement d'interrogation, hein, que ce soit au niveau du syndicat, au niveau centre technique, au niveau industriel. Et effectivement, donc là, il y a eu un gros travail au niveau du Nickel Institute pour vraiment donner des informations technico-économiques, voilà, pour mettre le gouvernement face à des réalités industrielles. Alors, quelle était la stratégie du ministère à ce moment-là? Je ne sais pas. Sûrement, voilà, je ne sais pas dire. Et par extension, pour le Chrome 6. Il faut savoir qu'en fait, toutes les substances, elles ont un scoring. Donc, toutes les substances qui sont CMR, perturbateurs endocriniens, peuvent se retrouver sur la liste de candidats. C'est le cas des sels de nickel, c'est le cas de Chrome 6. En ce qui concerne les sels de nickel, finalement, le fait que la France les ait proposés a été plutôt positif dans leur défense, parce qu'on avait tous les arguments et le producteur, justement le plus gros producteur qui était là et qui a pu intervenir directement auprès du ministère. Mais globalement, il n'y avait pas de raison à ce que les sels de nickel ne soient pas proposés pour être sur la liste de candidats, étant donné que leur score, de par leur volume de production, les fait remonter dans les substances qui tendent à être proposées les premières sur la liste candidate. En fait, comment ils ont fait les premières listes de candidats? Ils ont pris les substances qui sont les plus produites, hein, leur volume de production est plus important, qui ont des critères CMR, et ils les ont mis dans la liste de candidats. Ce qui est choquant, c'est que ce soit la France qui propose, à la limite, on peut avoir une stratégie défensive en attendant que quelqu'un d'autre éventuellement mette le sujet sur la table. Oui, alors France, Allemagne, ils avaient tous en fait chacun pris des substances dans leur escarcelle avec la charge de les évaluer. Donc la France a eu des sels de nickel et justement a su réagir en proposant une analyse alternative et en faisant une RMA qui a permis de ne pas les faire figurer dans la liste de candidats, puisqu'actuellement les sels de nickel ne sont pas concernés par le règlement REACH et ne sont pas dans la liste de candidats. Je vais conclure. C'est la fin de votre webinaire Reach en mécanique, exigence, impact et substitution. Merci à notre intervenante, Madame Abdeslam. Merci à nos partenaires, le CETIM et la FIM. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir.